T'es prêt? On se dit bonjour et puis on parle de thé? Ah ouais, faut juste que je vérifie d'où vient le mien en fait, j'ai oublié, mais Salut Mailleux! salut Davro. Aujourd'hui, on va parler un peu de chimie, disons ça comme ça. Mhm. Comme d'habitude, on va boire un peu de thé pour nous accompagner tout au long de l'épisode. Eh oui. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Un dongding, des fois aussi appelé dongti, selon les translittérations. Et donc c'est un oolong de Taïwan, assez basique on va dire. C'est pas très gentil, mais c'est pas un très très grand thé, mais ouais, je faisais un peu les fonds de placard en fait. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de fonds de thé dans plein de sachets ou boîtes différentes, donc je suis en train un peu d'éliminer ça en priorité. Mais oui, il est très agréable quand même. On est sur un oolong plutôt frais, je trouve, presque un peu vanillé. Là, je pense qu'il a un peu perdu parce qu'il a un peu moins de goût que d'habitude. Donc, à mon avis, il est assez vieux celui-ci. Mais voilà, ça reste très agréable à boire et ça passe un peu partout. Ah, ça fait partie de mes oolongs favoris, les Dongding. Ouais, ils sont vraiment super. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Eh ben, je bois un thé vert qui est un Kamaï Richa. C'est un petit peu spécial dans la manière de fabrication. Parce que d'habitude, les thés verts, on arrête leur fermentation en les passant à la vapeur. Donc, il faut les chauffer pour arrêter la fermentation. Et c'est fait à la vapeur. Mais celui-là, c'est sa particularité, c'est fait dans un wok, à la manière chinoise. Ok. Alors que c'est un thé qui vient de Ashikita, au Japon, dans la préfecture de Kumamoto, pour les gens qui voient où c'est. Mm. Par rapport à d'autres thés verts qui sont en général très herbacés, celui-là, il est très floral en fait. C'est assez surprenant comme ça, ça change un peu. Ça reste un thé vert, hein, on sent l'influence thé vert, quoi. Mais les notes sont un peu plus fleurs et un peu moins herbe. Pour rentrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler, et là je vais faire des pirouettes d'articulation, on va parler de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. C'est quoi tout ça? On en entend un peu parler régulièrement en ce moment, puisqu'il y a eu des lois qui sont passées autour de ces produits, de ces composés chimiques. Donc leur raccourci, c'est les PFAS. Globalement, c'est des chaînes de carbone avec du fluor, qui peuvent être soit très très longues, soit plutôt courtes. Mhm. Mais pourquoi on en parle? C'est qu'on en trouve partout dans la nature, au point où c'est vraiment dans des zones non touchées par l'homme. On en a retrouvé en Antarctique, etc. Et c'est un composé qui n'est pas d'origine naturelle, dans le sens où c'est clairement quelque chose qui est issu de la chimie humaine. Ouais, si on les avait pas fabriqués, ça n'existe pas à l'état naturel. On n'en a jamais trouvé à l'état naturel. Et alors on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est pas on se rend compte parce que ça fait 50 ans qu'on sait que c'est dangereux pour la santé. Juste qu'il a fallu des batailles juridiques pour forcer les entreprises et les gouvernements à faire des actions. Mm. Mais voilà, donc c'est principalement utilisé dans tout ce qui a besoin d'être protégé de la chaleur, de l'eau, des taches ou ce type de choses. Donc ça va être utilisé dans les habits, c'est présent dans les papiers sulfurisés, les emballages de restauration rapide, c'est ce qui est utilisé dans les poêles pour poser le téflon. Mm. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va déjà tout de suite dire, c'est que le téflon n'est pas un PFAS, c'est un PFTE. Contrairement au PFAS, il n'a pas du tout l'air d'être dangereux pour le vivant de manière générale parce que les chaînes sont tellement longues dans ce cas-là qu'en fait il interagit absolument pas et il est directement éliminé par le corps. J'ai pas réussi à trouver de demi-vie dans l'organisme, mais apparemment c'est extrêmement court. C'est d'ailleurs un problème aussi avec tous les PFAS, qu'on retrouve aussi dans le téflon, c'est que c'est des structures chimiques qui sont extrêmement stables. Ça veut dire que naturellement, la molécule, elle va pas se séparer en plusieurs petits morceaux, ce qui veut dire que c'est très difficile à dégrader. Alors, dans le cas du téflon, c'est extrêmement stable, c'est pas dégradé, mais heureusement,
apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir des effets nocifs sur la vie en général. Juste, ça s'accumule, ça ne devient pas autre chose, et voilà, mais au moins, il n'y a pas trop de risques là-dessus, apparemment. Par contre, dans le cas des PFAS, là, oui, il y a des risques, en fait, pour la santé. Il y a juste un risque connu quand même avec le téflon, peut-être qu'il faut citer, c'est que au-delà de 350 degrés, il s'évapore. Mhm. Et quand on en respire, on peut avoir ce qu'ils appellent une espèce de fièvre chimique. Mais d'après les études qui ont été faites sur ce sujet, il n'y a pas de risque long terme. C'est invalidant sur le moment, mais ça dure 1 ou 2 jours. Et dès qu'on se remet à l'air libre, là, les effets disparaissent. Ouais. Ça peut arriver que si vraiment, typiquement dans une poêle, si pendant une demi-heure, feu à fond sous la poêle, là, il y a un risque. Mhm. Mais si c'est juste 5, même 10 minutes sur le feu, normalement, il n'y a pas d'évaporation du téflon. Bon, ça dépendra beaucoup de la température, mais ça ne devrait pas être une température assez élevée. Oui, mais normalement, ça monte pas, les plaques ne montent pas à ces températures-là. Donc souvent, c'est l'accumulation de la chaleur qui fait qu'on atteint ça, quoi. Par contre, les PFAS qu'on pourrait retrouver dans des mousses anti-incendie, dans des sprays imperméabilisants, dans tout ce qui, justement, sur les peintures, pourrait les rendre résistantes à l'eau un petit peu, dans plein de produits cosmétiques aussi. Donc, on a plein de PFAS dans tout ça. Alors, ils sont très utiles dans le sens où ça nous permet d'imperméabiliser des choses. Tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure de résistance à l'huile, aux taches, au frottement aussi. Donc, on a tous ces avantages-là que je viens de nommer, mais qu'est-ce qu'on a comme risque pour la santé humaine et animale dans ce cas-là ? Maintenant, on a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a... La première chose, c'est qu'il y a un effet de bioaccumulation. Comme ils sont extrêmement inertes, très difficiles à décomposer, ils ont tendance à vraiment s'accumuler dans le corps. Mmh. Dans tout être vivant qui va les consommer, il va y avoir une accumulation. Et cette accumulation, maintenant, on a démontré que il y a des risques de type cancer, les taux de cholestérol élevés, maladie thyroïdienne, potentiellement tout ce qui est colite ulcéreuse, problème de fertilité. Enfin bon, il y a toute une liste de choses. Il y en a qui sont où le lien est vraiment établi maintenant. Il y en a d'autres où le lien n'est pas encore établi et on pense qu'il y a un impact, mais ce n'est pas tout à fait clair. Par exemple, on sait que beaucoup de PFAS provoquent des cancers. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel PFAS provoquerait quel cancer. C'est un petit peu un truc incertain, mais je crois qu'on a une certitude assez élevée du fait qu'il y a un lien entre le risque de cancer et la concentration de PFAS dans son organisme. Sur Wikipédia, il y a un diagramme un peu qui montre tous ces risques-là. Mhm. Par exemple, les maladies thyroïdiennes, c'est établi. Il y a un niveau élevé de certitude. Par contre, le cancer du sein, c'est un niveau faible de certitude pour l'instant. Ouais. Il y a de toute façon des risques qui sont établis et qui demandent une réaction. Et le problème de la bioaccumulation dans ce cas-là, c'est que ça va dépendre des PFAS, mais ils ont une demi-vie chez l'homme, en tout cas, qui va de quelques jours. Donc là, généralement, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'en quelques jours, 50% sont éliminés du corps. Par contre, les plus longs, pour l'instant, on pense qu'ils ont une demi-vie entre 5 et 10 ans. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, potentiellement, il n'y a que 50% des molécules qui ont été éliminées. Mais ça veut dire que les 50% suivants vont prendre 10 ans de nouveau, les 50% 10 ans de nouveau, etc. Donc on parle d'une durée de vie dans le corps qui peut aller de 25 à 60 ans, en gros, en étant large. Ça, en plus, c'est en comptant qu'une seule exposition. Mais si on a une exposition régulière, forcément, on fait que d'augmenter la quantité. Dès qu'une molécule a une demi-vie très longue, s'il y a une exposition continue, en fait, on l'augmente, la quantité. À aucun moment, elle réduit. Et tant qu'on n'a pas un moyen pour qu'on puisse les évacuer, par exemple, l'accumulation va continuer. C'est un peu inquiétant, là, ce qu'on parle. Juste pour dire qu'on sort pas ça de notre chapeau, 2-3 petites sources. Il y a principalement une vidéo de Veritasium, moi, qui m'a le plus projeté ce sujet devant les yeux, qui sera donc dans les notes, la vidéo de Veritasium. Mais on retrouve aussi plusieurs articles et sites. On aura 2-3 autres petites choses spécifiques qu'on mentionnera tout à l'heure, que vous retrouverez aussi dans les notes, quoi. On a parlé des risques de ce qui se passe pour nous si on est contaminé. Mais du coup, c'est quoi l'état un peu de cette pollution, l'état des rejets
Qui c'est qui est contaminé Apparemment, tout le monde. Si on parle de l'humain, là, on peut faire des tests sanguins. Mhm. Dans la vidéo dont tu parlais juste avant, il interviewait à un moment donné quelqu'un qui travaille dans un laboratoire qui fait ce type de test et qui dit que globalement, il n'a jamais vu d'échantillons qui ne contiennent pas de PFAS. Et ça fait partie un peu du problème, c'est l'ubiquité de ces molécules. Ensuite, il y a des niveaux, évidemment. On peut en avoir, mais tant qu'on est en dessous d'un certain seuil, on n'a pas trop de danger. Comme ça va être des choses qui vont évoluer dans le temps. Je pense qu'on va rien citer à ce propos-là. Il va falloir aller se renseigner dans vos pays respectifs. Parce que je sais par exemple que les niveaux suisses sont plus hauts pour l'instant que les niveaux européens, mais qui vont sûrement s'aligner sur les niveaux européens. Dans la loi, par exemple, quelle est la concentration maximum qu'on autoriserait dans l'eau potable, ce genre de truc, tu dis? Ouais, c'est ça. Et puis même les niveaux considérés dangereux, je crois, dans le corps, sont pas tout à fait les mêmes, qui comptent s'aligner. Ça, c'est un truc qui était un peu expliqué dans la vidéo de Veritasium, par exemple. Qu'est-ce qui était considéré comme niveau dangereux au début, comme on n'avait aucune idée vraiment de l'impact des molécules dans le corps? Il y a un niveau qui a été défini de manière un peu arbitraire par un des fabricants des molécules, d'ailleurs, c'est bon, un peu cynique, quoi. Et ça a été revu très fortement à la baisse depuis qu'on a plus de données sur l'impact réel. En l'occurrence, sur les taux de PFAS dans notre sang, j'ai voulu faire un test pour l'épisode, mais alors malheureusement, c'est compliqué de trouver des tests que tu puisses faire relativement facilement à la maison. Faire une petite prise de sang puis envoyer à un labo, quoi. Le seul truc que j'ai trouvé qui faisait ça de manière ouverte au public, c'était aux États-Unis. Donc déjà, pas facile de recevoir le paquet, de renvoyer tout ça, voilà. Et en plus, ça coûtait extrêmement cher. C'est genre $280. Donc plus les frais de port, plus les frais de douane. Bon, du coup, je l'ai pas fait, quoi. Je serais quand même curieux une fois d'en faire un, si une fois j'ai l'occasion, voilà. Mais Alors, je crois que j'en ai trouvé en Europe, mais c'était le même ordre de prix. tu pourrais faire à la maison, quoi. T'as pas besoin d'aller dans un labo ou... Un kit envoyé à renvoyer derrière, et l'ordre de prix était similaire. Pour le test sanguin, c'était 200 €, quelque chose comme ça. C'est pas accessible quand même. C'est pas accessible, et je pense, de mon point de vue, ça fait partie du problème. Je voulais juste finir sur l'état de la pollution, en fait. Ouais. Parce que là, on parlait un peu des taux de PFAS dans le sang humain. Alors oui, c'est un problème qui peut peut-être être un tout petit peu plus élevé dans les pays occidentaux, et encore peut-être pas que, mais parce qu'il y a des rejets qui ont eu lieu, et puis c'est là où il y a eu des grosses productions aussi. Mais en fait, il y a une présence des PFAS qui est généralisée dans l'air, dans l'eau, dans les sols, dans les pluies, dans tous les écosystèmes, même au fin fond de l'Himalaya, dans des trucs complètement, disons, vierges et non touchés normalement par des activités humaines. Voilà. Et ben, il y a quand même de la détection de PFAS dans ces endroits-là. Comme on disait avant, c'est des structures super stables qui sont plus ou moins indestructibles et qui se répandent partout, quoi. Donc là, on a quand même une pollution planétaire et ben, on peut juste pas l'éviter. Et c'est principalement via le cycle de l'eau, apparemment, puisque les petits PFAS sont suffisamment légers pour se faire emporter par l'évaporation de l'eau. Mhm. C'est ça le vecteur, apparemment, qui aurait propagé sur l'intégralité de la planète. Il y a cette pollution qui est généralisée, comme c'est un peu très négatif pour ma santé. Qu'est-ce que je peux faire pour me prémunir de ça? Nous, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ça? C'est le type de problème qu'on est obligé d'attaquer, à mon avis, à toutes les échelles, malheureusement. Au niveau personnel, la première chose, c'est peut-être faire un état des lieux de notre propre exposition. En tout cas, pour l'Europe, il y a le journal Le Monde qui a fait une carte d'Europe des contaminants et des contaminations. Qui est dans les liens Il y a à la fois les contaminations avérées, mais à la fois les contaminations suspectées. Typiquement, les aéroports ont tendance à contaminer, mais peu de tests autour de ça à cause des mousses et des tests anti-incendie, en fait. Enfin, c'est des vecteurs de ce type-là qui font qu'il y a une contamination. Donc déjà, savoir est-ce qu'on vit autour de zones contaminées ou pas. À partir de là, ça permet aussi potentiellement de mettre la pression à une échelle supérieure, qui est l'échelle communale, cantonale ou du pays. On a parlé un peu qu'apparemment il existe donc des tests sanguins. C'est pas encore trop courant de nos jours, mais si vous avez la possibilité d'en faire, peut-être que ça vaut le coup pour savoir à quel point il faut couper aussi.
Alors, il y a de plus en plus de tests menés par les communes et les gouvernements dans l'eau. Savoir quelle quantité de quel PFAS est présent dans les sources et dans les canalisations, ce type de choses. C'est pas encore complètement commun. Peut-être que les données n'existent pas par chez vous. Ça, pareil, j'espère qu'à un moment donné, il y aura des tests faciles à faire pour ça. Je pense que les données les plus faciles à avoir, ce serait plutôt dans les stations d'épuration. Mais bon, les stations d'épuration, c'est déjà, entre guillemets, un peu en sortie, quoi. Alors que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les eaux souterraines, Ouais, voilà. l'eau avant qu'elle arrive chez nous. Je regardais, à propos de ça, il y a une autre carte aussi qui est le Data Hub, ils appellent ça, du Centre national de la recherche scientifique de France, qui est aussi une carte sur laquelle il y a énormément de points où il y a eu des mesures. Et il y a quand même pas mal d'eau souterraine qui ont été mesurées. Quand je clique un petit peu dessus, là, il y a souvent des points, principalement en France, mais pas que, parce que la Suisse est aussi un tout petit peu couverte, et puis le sud de l'Allemagne aussi est bien couvert. Donc c'est un niveau européen, tout ça. Ouais, l'Angleterre aussi est très couverte. Cet état des lieux, ça permet aussi de savoir est-ce qu'il faut limiter, qu'est-ce qu'il faut limiter d'une certaine manière. Parce que si notre eau est contaminée, ben, ça veut dire qu'il va falloir filtrer l'eau potentiellement. Et le seul moyen de se protéger de ces composés-là, et puis de manière générale de toutes les pollutions, c'est limiter les entrées dans notre corps, quoi. Mhm. Alors, il y a des choses qu'on peut pas trop limiter, qui sont difficiles. Filtrer tout l'air de notre maison, c'est possible, mais c'est quand même difficile, parce qu'il y a bien un moment où on va sortir. Mhm. Et puis d'ailleurs, oui, si vous habitez dans des grandes villes ou ce type de choses, c'est vraiment des endroits où les pollutions aériennes et où ce type de polluant aérien est très très présent. Il y a vraiment, c'est pas que la pollution des voitures ou ce type de choses dans les grandes métropoles, c'est aussi tous ces polluants-là et d'autres, bien d'autres polluants qui sont aériens aussi. Comme tu disais, la principale source d'entrée pour nous des PFAS, c'est quand même plutôt ce qu'on va boire et manger. Boire parce que c'est présent dans l'eau, manger parce que c'est d'autres organismes, que ce soit des plantes ou des animaux, hein, qui, eux, en ont consommé soit en buvant, soit en mangeant eux-mêmes, et du coup, ça s'accumule et bon, ça se retrouve chez nous, quoi. Et via les emballages aussi. Dans la liste, il y avait les emballages de restauration rapide, tout ce qui a usage unique globalement, et qui est en papier ou carton, il y a des PFAS. Parce que le papier et le carton, ça absorbe l'eau, ça absorbe le gras. Or, ces emballages-là n'absorbent ni l'eau ni le gras, donc c'est bien qu'il y a des PFAS. Et les papiers sulfurisés aussi. Les petits gobelets de café en papier et en revêtement à l'intérieur, et le revêtement qui fait que le café reste dans le papier, quoi. C'est effectivement ça. Ah, et c'est un point important aussi, parce qu'on n'a pas trop cité, mais la chaleur aide à extraire ces PFAS des emballages. Mais voilà, les sources d'entrée, c'est plus ça que l'air. C'est-à-dire, dans la pollution de l'air, oui, il y en aura un peu, mais à la limite, il y a peut-être d'autres composés volatiles qui sont, disons, plus dangereux tout de suite, comme, je sais pas, des rejets d'essence, de ce genre de trucs-là, quoi. Et puis limiter les entrées, ça veut aussi dire peut-être vérifier tous les produits cosmétiques utilisés. Est-ce qu'ils en contiennent, est-ce qu'ils n'en contiennent pas, ou juste les réduire. J'ai d'autres théories sur ce sujet, mais on va pas trop diverger. Là, le problème aussi, pour l'instant, hein, c'est que c'est compliqué de s'en prémunir parce que justement, il y en a partout. Et une des premières étapes, c'est peut-être de se rendre compte qu'il y en a partout, de se plaindre à un niveau politique, de dire dites donc, moi j'aimerais bien que mes produits cosmétiques ne m'empoisonnent pas, donc faites des réglementations pour limiter, voire interdire la présence des PFAS dans ces produits-là. Peut-être qu'en tant que consommateur et consommatrice aussi, on peut être un peu plus sensibilisé à ça, le fait de savoir que ça existe, et du coup d'éviter ce genre de produits, parce qu'en influençant avec son porte-monnaie, l'air de rien, peut-être que les entreprises en question essaieront de trouver des solutions différentes. Mais en attendant de se soigner, si on veut, pour diminuer les taux qu'on pourrait avoir dans le corps, il n'y a malheureusement pas de solution. Est-ce que je parle de ma vague théorie sur le végétarianisme? Tu peux, ouais, vas-y. Enfin, c'est pas une vague théorie. Je pense que ma théorie est valide. Simplement, j'ai pas trouvé de papier qui validerait ça. Ce que je veux dire maintenant, il y a des papiers et des recherches qui ont été faites sur ce sujet. C'est que les polluants s'accumulent de plus en plus on monte dans la chaîne alimentaire. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité de polluants dans les plantes. Les plantes sont mangées par les lapins, les vaches, etc.
Et il y a une accumulation et une densité qui devient plus forte dans la faune à cause de ça. C'est-à-dire que la faune est beaucoup plus polluée que les plantes, si on parle je sais pas trop, en densité de polluants à l'intérieur du corps, en quelque sorte. Ce qui est un petit peu normal parce que si un bœuf, par exemple, va manger au cours de sa vie, je prends vraiment des chiffres stupides parce que j'ai aucune idée, mais il va manger, mettons, 1 tonne d'herbe au cours de sa vie, il aura l'équivalent dans son corps potentiellement de 1 tonne d'herbe qui aurait pu être contaminée par n'importe quel polluant. Mhm. Quand on va manger de la viande de ça, c'est un peu comme si on mangeait les polluants de cette tonne d'herbe, quoi. Alors que Exactement. sans manger de la viande, la tonne d'herbe, nous, ça va nous prendre beaucoup plus de temps à l'ingérer. C'est ça. Cette deuxième partie qui est techniquement évidente, plus on monte dans la chaîne, plus on accumule. Ça veut dire que si on se nourrit principalement de viande, etc., on va absorber une densité de polluants qui est plus forte. Mhm. Le problème, c'est que cette dernière partie, elle a techniquement pas été démontrée. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé d'études qui diraient spécifiquement oui, passer végétarien réduit la quantité de polluants absorbés. Donc, je sais pas. Moi, ça me paraît logique Mm. parce que plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus on accumule. Donc, ça veut dire que nous, on est les accumulateurs finaux presque. Mhm. Alors, c'est pas spécialement pour ça que moi, je suis principalement végétarien. Mais il y avait eu, en tout cas initialement dans ma réflexion, cette notion de pollution qui s'accumule dans la faune, en fait. Pour donner peut-être un élément un tout petit peu contradictoire, parce que je pourrais imaginer que ce soit Mhm. quelque chose que les gens puissent penser, quoi. Oui, mais les pesticides, par exemple. Il n'y a pas forcément les pesticides dans la viande, en tout cas on l'imagine pas tout de suite. Bah, du coup, J'admets tout à fait ce truc-là, hein, et c'est pour ça que moi je dirais, le bio c'est bien, même si malheureusement le bio c'est de manière réaliste, hein, c'est pas accessible à tout le monde parce que c'est cher. Et c'est toujours un petit peu la double peine de déjà qu'il n'y a pas d'argent, mais en plus on se fait empoisonner, qui va nous coûter du coup encore plus cher après. Bon, merci. Et je pense que c'est un bon passage vers la dernière partie dont on voulait discuter. Mm. Le problème, encore une fois, c'est qu'on se retrouve, nous, consommateurs finaux, à devoir agir alors que c'est pas nous qui avons créé le problème. Et puis c'est toujours extrêmement problématique qu'on parle de consommateurs. Enfin, c'est logique parce que dans le capitalisme, il n'y a pas de citoyens, hein, il n'y a que des consommateurs. Hein. Enfin, faut être clair, faut arrêter de penser qu'on est des citoyens, on est des consommateurs dans un système capitaliste, de mon point de vue en tout cas. Et il faut justement, à mon avis, redevenir citoyen. Donc, pour la partie état des lieux, alors oui, certes, on peut chacun payer nos tests sanguins, etc. Mais on peut aussi se rassembler en association potentiellement. On peut aussi se rassembler en, pas forcément une association qui existe, mais en groupe d'individus pour faire pression. Mm. Ça, c'est une étape. Il y a évidemment l'étape qui commence à être faite dans le monde entier, en Europe, sur des vraies lois qui sont mises en place qui empêchent l'utilisation des PFAS. Dans le cas de la France et l'Europe, il y a des catégories, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les utiliser dans l'alimentation, on n'a pas le droit de les utiliser dans les jouets pour enfants, je crois. Au niveau de l'Europe, il y a une loi qui est soit en cours, soit en train d'être passée sur ça. Le problème dans tout ça, de mon point de vue, c'est qu'on est encore et toujours dans la réaction, en fait. On est encore et toujours mené par des entreprises qui font n'importe quoi et qui pensent pas plus loin que leur gain à la fin du trimestre. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête ça et qu'on passe à être proactif parce que là, on parle des PFAS. Dans la préparation de l'épisode, on avait prévu parler d'autres polluants aussi, parce que ce pas les seuls connus en ce moment, mais quel est le polluant suivant aussi qu'on va découvrir dans 20 ou 30 ans, qu'en fait, depuis 100 ans, une entreprise l'utilise et que cette entreprise sait que c'est mauvais pour la santé. Parce qu'on est toujours dans ces dynamiques-là. Pour les PFAS, Dupont qui les a créés, c'est depuis les années 50 que c'est dangereux pour la santé, puisque c'est même eux qui ont mis en place les premières limites dans l'eau. Mais ça ne leur a pas empêché de rejeter dans l'eau les polluants en question. Encore une fois, du capitalisme débridé, ça coûte quand même bien cher de filtrer, et puis c'est pas notre problème, ce sera filtré plus loin, c'est bon, on va pas filtrer à la sortie de l'usine, ou en tout cas pas assez. Ou aussi, c'est le cynisme du manque de recul. On n'a pas encore suffisamment d'études pour les vrais impacts sur la santé.
Donc, on corrigera s'il y a un problème, mais comme apparemment pour l'instant on le sait pas, il n'y a pas de raison qu'il y en ait, quoi. Et ça, c'est ce cynisme-là que je trouve déplorable. Sur le même ordre d'idée, dans la vidéo de Veritasium, il y a l'histoire de l'application du téflon. Comme le téflon, il colle à rien, du coup, il colle pas non plus à la poêle sur laquelle on veut le mettre. Donc, on a besoin d'un intermédiaire pour pouvoir l'appliquer. Et cet intermédiaire, c'est appelé le C8, et c'est lui qui est très toxique par rapport au téflon qui ne l'est pas vraiment. Donc, le C8 a été interdit au bout d'un moment, parce qu'on a vu les dégâts que ça faisait. Et là, quelle est la solution? Parce que si on n'a plus le C8, on ne peut plus appliquer le téflon. Donc, quelle est la solution? On va faire le C6, qui est en fait quasiment la même molécule, avec une toute petite modification dessus. Et c'est extrêmement cynique, parce que dans les faits, l'excuse qui est sortie derrière, c'est ça n'est pas la même molécule, déjà, donc elle n'est pas interdite. Puis en plus, comme c'est pas la même, on n'a pas d'études pour savoir son impact, parce que peut-être qu'elle n'a pas les mêmes effets sur la santé. Dans l'absolu, c'est vrai, mais bon, on peut se douter qu'il y a quand même des problèmes similaires quand elle est si proche de l'autre, quoi. Oui. Et encore une fois, c'est un peu oh là là, c'est pas notre problème, on utilise ça maintenant, le C6 au lieu du C8. On fera des études d'impact, puis on corrigera après si nécessaire. Puis bon, qu'est-ce qu'on corrigera après? Alors, à la place du C6, on aura le C4, on aura le C12. Enfin, je trouve ça un peu désarmant déjà, et puis tellement cynique en plus. Complètement. Et puis en plus, à ma connaissance, dans le cas de si on parle de la nouvelle loi qu'il y a en France, c'est donc une réaction a posteriori, mais c'est aussi, à ma connaissance, il y aura 0 impact pour toutes les entreprises qui les ont utilisées jusqu'à présent en connaissance de cause. C'est cette partie-là, moi, qui me pose extrêmement problème dans notre système à chaque fois, c'est qu'on légifère en retard. Et en plus de ça, les bénéfices d'argent ont déjà été faits. Les actionnaires, les capitaux se sont déjà agrégés, ils ont déjà fait leur beurre. C'est bon, on peut juste passer à la molécule suivante, passer à l'idée suivante, réinvestir les capitaux ailleurs et recommencer. C'est toujours problématique que ce soit, à ma connaissance en tout cas sur la France et l'Europe, qu'il n'y ait pas une loi passe, mais en plus il faudrait revenir dans le temps. Il faut dire, pour les 40 ans précédents, vous êtes attaqué en justice, quoi. Parce qu'il y a eu quelques procès, ou en tout cas arrangements à l'amiable selon le système américain, quoi. Mais effectivement, comme tu dis, la punition des fois est bien faible. Je sais plus où j'ai vu ça, peut-être dans la vidéo de Veritasium, mais peut-être ailleurs. Là, il en parle, ouais. C'est genre ridicule, l'amende de peut-être 50 millions de dollars, alors que les bénéfices se comptent en dizaines de milliards, en fait. Moins que la correction du passé, c'est plutôt l'encouragement au futur, parce que ce que ça dit, c'est que si vous le refaites, vous voyez, l'amende, elle sera de toute façon plus faible que les bénéfices que vous pouvez en tirer. Donc bon, au final, ça se budgétise. Encore une fois, de manière extrêmement cynique, budgétisons qu'on va devoir payer tant d'amendes, mais si on fait 10 fois plus de bénéfices, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Il y a un manque de conscience éthique et sociale de la part de ces entreprises-là. Dans le cas de Dupont en 2017, c'était 600 millions de dollars reversés aux victimes du C8, et on parle donc uniquement du C8. Ce qui a l'air beaucoup, quand on entend 600 millions. Sauf que c'est des bénéfices de 80 milliards dans l'année. Voilà. Quand tu dis qu'il y a un manque d'éthique de ces entreprises, je pense qu'il y a un manque d'éthique pas que des entreprises, des gouvernements aussi, etc. Parce que dans un système capitaliste, ce qui compte, c'est les capitaux. C'est dans le nom, littéralement. C'est les capitaux qui créent la fortune, qui créent l'économie, qui créent le bénéfice. Or, tout notre système judiciaire attaque les bénéfices. Les bénéfices, c'est ce qui est créé tous les ans, tous les jours, toutes les secondes. C'est pas ça qu'il faut attaquer. Si on veut stopper quelque chose, il faut stopper la source. Il faut attaquer les capitaux. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça plus que moi et qui ont plus de connaissances sur le sujet. Mais dans le cas de Dupont, ça voudrait potentiellement dire, on prend, le gouvernement ou je sais pas qui, prend 50% des capitaux initiaux ou prend le contrôle de l'entreprise et fait ce qu'il faut derrière pour changer les choses. Mais tant qu'on n'attaque pas le capital lui-même, à aucun moment ça changera. Je ne vois pas comment ça peut changer. Même en prenant 1 an de bénéfice, c'est que 1 an de bénéfice pour une entreprise qui a des centaines d'années d'existence. Ouais, parce qu'on va en redécouvrir. Dans 5 ans, il y aura une autre controverse avec un nouveau polluant dont on n'avait jamais entendu parler. Mais en fait, ce sera la même chose.
Bon, je sais pas trop comment conclure avec tout ça. Ça Moi paraît non un plus. peu très difficile de se prémunir un peu dans le futur de ce genre de pollution, de réduire un peu les quantités actuelles. Voilà. Je pense que la première étape est déjà importante d'en parler. Oui, Et puis, peut-être qu'avec des prises de conscience, mais plutôt dans le sens déjà juste prise de connaissance, en fait, qu'il y a une certaine indignation là-dessus pour essayer de faire bouger les choses à un autre niveau avec peut-être des gens qui ont plus réfléchi à ça mm. voilà, parce que là, moi, j'avoue que je saurais pas quoi faire, en fait. Ce qu'on disait un peu juste avant dans cette partie un peu état des lieux, de toute façon, l'étape 1, c'est savoir. Il faut que l'information soit diffusée, il faut qu'on sache ce qui se passe. Il y a cette nécessité d'attaquer à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, malheureusement, c'est souvent ce qu'on nous vend comme solution à tout. C'est aux consommateurs de faire le travail. De mon point de vue, non. Mais ensuite, il faut, entre consommateurs, mais surtout entre citoyens, reformer des associations, reformer des vrais moyens de pression qui ne sont pas des moyens de pression juste nous dans notre coin, quoi. Et puis soutenir, Soutenir ce qui existe déjà aussi. Parce voilà. qu'à mon avis, en cherchant, on va découvrir des associations qui existent déjà et qui travaillent sur ce sujet. Je crois pas qu'on en ait trop trouvé, parce qu'on n'a pas trop cherché, hein, mais Bah, j'ai vaguement trouvé des trucs, mais ouais, c'est pas grand-chose. Il y a dans le cas de la Suisse, il y a ce PFAS-O, loeau.ch. que j'allais citer justement. En fait, je sais pas trop qui ils sont. C'est juste que j'ai vu ce lien. Ouais. Parce qu'après, il y a aussi, vous pouvez trouver des sites qui sont genre des associations de défense, mais qui en fait sont plus des espèces de sites de propagande qui minimisent les risques ou ce type de choses. Donc Ouais, c'est difficile de s'y retrouver. je dis pas qu'il faut absolument aller voir ce lien. Pour l'instant, j'ai pas encore moi trouvé de choses, plus par manque de temps, hein. Mais ça se trouve, il est très bien ce truc. C'était pas tellement le sujet de l'épisode non plus d'aller chercher des associations comme ça, mais ouais. Et puis au niveau politique, éventuellement, de faire des interpellations, écrire à des députés, ça peut aussi être quelque chose, quoi. En tout cas, d'exprimer le fait qu'on se sente concerné et inquiet par cet état-là. Où est-ce qu'on peut nous retrouver Donc on a notre site internet tâche avec un s-2-t.fm, là où il y a tous nos épisodes déjà, les liens vers les différentes plateformes où on publie les épisodes. Donc n'hésitez pas à partager les liens à vos connaissances, à des personnes qui sont intéressées par ce sujet. Je pense que plus que d'être intéressé par ce sujet, alors je dis pas qu'on notre épisode est parfait sur la question, mais je pense qu'il faut absolument partager ces choses-là sur les PFAS, Mm. sur ces polluants et sur ces pratiques en fait d'entreprise. Et ouais, je suis pas très motivé. Ouais. Non, effectivement. Peut-être en plus de notre épisode, dans les notes, il y aura quelques liens vers des sites ou des ressources qu'on n'a pas forcément cités dans l'épisode, mais voilà, il y en aura peut-être une ou deux en plus. Peut-être n'hésitez pas à partager ça. Puis malheureusement, sur ce constat pas super joyeux, on va quand même se quitter là. On espère vous retrouver dans un prochain épisode. À bientôt. Ouais, alors je crois que je l'ai dans un coin.